L'ère du client. Un hors-série BFM Business présenté par Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau hors-série, l'ère du client sur BFM Business. Vous savez, on se voit chaque mois pour parler de l'ère du client, l'expérience client. On a beaucoup parlé, on a parlé des nouveaux modèles d'innovation, des transformations du métier des gens du marketing, de la force commerciale, des directions générales, hein, toujours autour de ce customer centric, on est centré sur le client. Tiens, la dernière fois, on avait parlé de capital humain. Eh bien, retour sur le terrain aujourd'hui, on va parler des data, des marques et comment les marques travaillent sur leurs données pour renforcer la qualité de la relation de confiance avec leurs clients. Allez, on va nous retrouver nos invités dans un instant pour ce débat, mais tout de suite, on va parler d'actualité avec notre premier invité, Guillaume Aurine. C'est tout de suite l'actualité vue par notre expert. BFM Business, hors série, l'ère du client. Guillaume Aurine, bonjour. Bonjour Frédéric. Directeur marketing produit chez Salesforce France. Alors, on va beaucoup parler des data dans cette émission aujourd'hui. Enfin, on en parle tout le temps, de toute façon. Si on va regarder un peu l'actualité. On va à partir de deux actualités, on va voir un peu ce qui se passe. La première, c'est l'affaire Facebook. Hein. Alors, il ne s'agit pas de revenir sur est-ce que ce qu'il a fait est mal ou bien. Il y en a d'autres qui s'en chargent pour nous. Mais en tout cas, on sent une crise de confiance, une crise de l'éthique. Enfin, il y a beaucoup de choses à retirer quand on prend du recul par rapport à cette affaire. Et puis, lorsqu'on a préparé tout ça, on m'a dit, tiens, on pourrait mettre ça en parallèle avec la nouvelle stratégie digitale du groupe Carrefour. On va voir comment on fait ce lien entre Carrefour et Facebook. 1,6 milliard d'euros 6 investis dans la transformation digitale chez Carrefour. Alors, comment on fait cette relation? Et puis voilà, et tout ça autour évidemment des données clients, des données collaborateurs. Oui, tout à fait Frédéric. Ce qu'on constate aujourd'hui, si on décrypte un petit peu ce qui se passe dans le monde de la transformation digitale, c'est que vous avez d'un côté le client et la relation avec son entreprise qui change énormément, puisqu'elle s'accélère. Comment est-ce que je délivre des produits très rapidement? Comment est-ce que je gère la donnée client et je la remets au centre de mon entreprise? Et d'un autre côté, une crise de confiance entre les salariés qui sont perturbés dans ce nouveau modèle que l'entreprise doit offrir à ses consommateurs et la relation entre le salarié et son entreprise. C'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. C'est pour ça que les entreprises doivent bouger. Les entreprises françaises font des plans de transformation et accompagnent cette transformation client. Alors, c'est la donnée et c'est aussi l'accélération des technologies numériques qui sont au cœur de ces transformations. Qui vont utiliser cette donnée. Alors là, on parle beaucoup d'éthique. Notamment dans l'affaire Facebook, là on voit il y a eu un manque d'éthique et puis évidemment ça fait réfléchir toutes les entreprises, hein, que ce soit les réseaux sociaux, mais toutes les entreprises aujourd'hui se mettent à réfléchir, d'autant qu'arrive dans quelques semaines maintenant le règlement sur la protection des données personnelles, le règlement européen. C'est quoi votre regard sur cette éthique que l'on veut donner aux données? Alors les données, vous l'avez compris, c'est en pleine explosion et au cœur de toutes les préoccupations des entreprises. Ça fait poser beaucoup d'interrogations. Comment est-ce que cette donnée, on va pouvoir en tirer le maximum de valeur et toujours la contrôler dans un éthique par rapport à la culture d'entreprise? Donc, il faut qu'on soit transparent entre une marque et un client, que cette donnée soit partagée au sein d'une communauté. C'est ce que vous allez voir tout à l'heure dans le débat. Et cette donnée, en fait, elle va permettre de choisir si on veut ouvrir tel service ou tel autre service et que le client soit acteur de définir quel service il souhaite entretenir avec une marque. Ça veut dire pour vous, Guillaume Aurine, on comprend donc ce business model autour de la donnée, mais justement, on doit être plus transparent face à un client, lui dire voilà, on va récolter vos données, voilà ce qu'on va vers. Et c'est d'ailleurs ce qui a sans doute manqué dans l'affaire Facebook, mais dans l'affaire de beaucoup des GAFA. Hein, voilà, on coche la case donnée et puis on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Mais c'est ça. Vous pensez que dès qu'on explique au client, voilà ce que je vais faire, voilà quel type de service je vais offrir, ça se passe mieux? Absolument. Plus de transparence, plus de lisibilité de la marque. Et tout ça de manière très fluide pour que le client se sente pas sous pression en continu et que ce soit le libre arbitre. Il faut redonner de l'éthique et laisser de la place aux hommes. La donnée, c'est le moteur de l'IA pour les années à venir. Donc il faut vraiment remettre l'humain au centre des préoccupations et savoir comment la marque va pouvoir gérer cette transparence et cette relation avec le futur consommateur qui lui fait confiance. Redonner cette confiance. Alors, vous parliez des consommateurs. Tout à l'heure, en introduction, vous parliez aussi des collaborateurs. Alors, on sait, hein, un collaborateur, on le dit souvent ici, et notamment dans l'ère du client, un collaborateur heureux, c'est un client heureux aussi.
aussi. Et alors, comment vous faites ce lien justement entre ces data, ces collaborateurs? Alors, comme cette entreprise est en train de changer parce qu'elle promet des nouveaux services aux clients. Oui, on parle de Carrefour notamment. Exactement, de Carrefour. Eh bien, il faut qu'elle engage des transformations et ça crée d'énormes tensions en interne dans les entreprises. Donc, comment aujourd'hui on remet l'employé au cœur et on leur donne les possibilités. On a fait une étude avec BVA sur le salarié en quête de sens et il se trouve que 56% de ces personnes interviewées pensent que leur métier n'existera plus sur les 15 prochaines années. Donc, j'ai intérêt à réfléchir à la façon dont il va se transformer. Absolument. Et évidemment, il va falloir embarquer tous ces gens et que l'entreprise ait assez d'énergie pour expliquer la nouvelle histoire. Qu'est-ce qui se passe du côté client et comment j'embarque tous mes employés? C'est une entreprise plateforme qu'il va falloir évidemment remettre au cœur des sujets pour justement que le salarié soit mieux traité demain. Et ce qu'il faut bien expliquer, c'est que ce n'est pas juste un décrochage numérique de gens qui ne comprennent pas ce que c'est Instagram, WhatsApp ou tous ces outils-là. C'est un décrochage numérique d'usage. On peut très bien, dans sa vie de tous les jours, utiliser tous ces outils, puis lorsqu'on retrouve au bureau, on ne sait plus que faire. Et là, on décroche. Absolument. Alors il faut jongler avec tout ça, trouver le bon curseur entre cette technologie qui change aussi les métiers intra-entreprise et cette technologie qui fait que l'entreprise va être plus performante sur son marché demain et trouver cet équilibre. Et c'est le cœur des directions générales aujourd'hui, c'est comment j'accélère mon business en toute confiance, en toute sérénité, comment je deviens une entreprise plateforme et également comment je tire cette innovation pour que mes employés soient aussi à l'aise en interne et maîtriser cette donnée pour être le plus efficace possible. Eh bien la donnée, ça va être la suite, ça va être notre débat tout de suite. Elle sera au cœur de notre débat, la donnée au service des marques. Comment renforcer la confiance des consommateurs? C'est notre débat tout de suite. Merci Guillaume Meurine de nous avoir commenté cette actualité. Bon, on en a pris deux, c'est rapide, mais c'est vrai que ça tournait beaucoup autour des données. Allez, tout de suite notre débat sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client. Notre débat, la data, la donnée au service des marques, comment renforcer la relation de confiance avec les consommateurs. On en parle avec nos invités. Je vous les présente tout de suite. Sébastien Zins, vice-président en charge du retail chez Salesforce France. Bonjour. Bonjour Frédéric. Sébastien, merci d'être avec nous. À vos côtés, Rodolphe Bonas, PDG de CA. Je vais dire .com, mais c'est CA.com. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Bonjour, Rodolphe, spécialiste des enseignes et des marques. Et puis avec nous, Éric Gourgouillon, vice-président de la stratégie chez Coty. Bonjour Éric, merci d'être avec nous. Un mot sur Coty, parce que c'est vrai, c'est une marque, dit comme ça, on ne la connaît pas. C'est un peu comme Procter & Gamble dans un tout autre niveau. Et lorsqu'on va déplier le nombre de marques, vous êtes 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez 77 marques. Fondé en 1904 par des Français, mais après c'est parti aux États-Unis. Et numéro 3 de la beauté dans le monde, numéro 1 des cosmétiques. Voilà. Alors, donnez-nous quelques marques. Alors, on a Gucci, Burberry, Hugo Boss, Marc Jacobs dans le luxe, par exemple, Max Factor, Rimmel, Clairol dans le consumer, et on a aussi Wella et finalement OPI dans tout ce que les salons de coiffure. Et Rimmel, qui vient d'une personne qui s'appelait Eugène Rimmel. Tout à fait. Voilà, qui porte son nom. Ouais, donc voilà, un peu de culture quand même, les amis. Allez, alors justement, chez Coty, donc vous êtes en pleine accélération, enfin comme tous les grands groupes, en transformation, accélération digitale. On va, dans cette émission, on va regarder l'acquisition de données, comment ensuite on les analyse, et puis enfin comment on les valorise. Alors vous, justement, évidemment, aujourd'hui, c'est une obligation de mieux écouter ses clients pour mieux les servir. Et vous, comment vous recueillez ces données aujourd'hui? Alors les données, on les récupère de deux façons. On a nos marques à nous, nos marques propres, type Philosophie, Lancaster, où on a des boutiques. On a évidemment aussi des sites internet et là on récupère toute la data. Et on a ensuite les données qui sont propres aux retailers, où cette fois-ci pour les récupérer, on fait appel à des partenariats spécifiquement. Ça peut être avec Sephora, ça peut être avec Amazon, sur des opérations spéciales. Donc on a deux circuits. Oui. Parce qu'il faut bien préciser, vous vendez évidemment lorsque vous avez donné l'ensemble des marques, c'est à travers les réseaux de distribution. Sephora, les réseaux de distribution. Grands magasins, on peut acheter directement en ligne. voilà. Tout à fait. Donc il faut récupérer aussi les de data la part partout, de tous ces acteurs. Rodolphe, le recueil des données, avant on avait la carte de fidélité qui était bien utile. Alors on nous parlait parfois du ticket de caisse. Enfin bon, pour ceux qui veulent y croire. Mais aujourd'hui, allez. Alors ça a vraiment changé, Frédéric. Et en fait, tout l'enjeu, il est là. C'est-à-dire qu'auparavant, c'était assez simple, puisque quand vous aviez besoin d'avoir d'informations de votre client, vous étiez obligé de lui demander. C'est ce qui fait d'ailleurs que juridiquement, la logique, c'était de dire, à partir du moment où vous êtes collecteur de la data, cette data vous appartient. C'était facile parce qu'on savait que pour la collecter, on avait besoin d'avoir un consommateur qui remplisse soit un papier ou qui renseigne un formulaire. Aujourd'hui, les temps ont fondamentalement changé, puisqu'on passe notre temps, les marques passent leur temps à récolter de la data un peu à votre insu finalement. C'est-à-dire que tout ce qui est comportemental passant par le digital, que ce soit de l'achat, du déplacement, de l'échange, de l'interaction même avec vos proches, de la navigation,
tout ça, on peut capter des informations, entre guillemets, à l'insu de votre plein gré. Et c'est bien ça dont on est en train de parler, et c'est bien ça tout l'enjeu, à la fois la valeur que ça crée, hein, on va en parler aujourd'hui, mais aussi les problématiques qu'on peut avoir au niveau juridique. Hein, c'est-à-dire que finalement, attention, on capte des choses un peu à mon insu. Et c'est bien de ça dont on parle. Alors justement, par rapport à ces données que vous récoltez, comment vous réussissez à les consolider, Éric Gourgouillon, là, chez Coty? Alors, vous l'avez dit, il y a des chaînes de distribution, du direct, du en ligne, des corners. Quand c'est nos données en propre, en fait, on les utilise nous-mêmes. Donc on fait de la segmentation pour faire ensuite du targeting. Quand c'est les données en fait avec les retailers, on les fait surtout sur les opérations spéciales, type lancement de produits. Et cette fois-ci, on les analyse pour l'appréciation du produit, l'appréciation de l'expérience et le retour d'expérience du client. Et ensuite, on fait un retour en fait, sur le produit, si on doit le changer et qu'est-ce qu'on doit changer dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, juste pour bien comprendre l'organisation chez Coty, on parle toujours des data scientists. Voilà, il y a un nouveau service chez Coty. Il y a un nouveau service qu'on a acquis il y a peu de temps qui s'appelle Beamly, qui est une agence digitale et qui est focalisée cross-division, luxury, consumer et haircare sur l'analyse de la data, notamment digitale et aussi offline. Alors, Sébastien Zins de Salesforce, ensuite, il faut exploiter cette data. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'intelligence artificielle et c'est sûr qu'elle se nourrit. Hein, son carburant, c'est la data. Comment ça se passe aujourd'hui pour exploiter correctement cette data? Déjà, même si on revient un peu sur la partie récolte, acquisition de la donnée, il faut déjà être capable de l'acquérir dans une vision omnicanale, puisque finalement, je vais chercher à comprendre tous les points de contact entre ma marque et mon client, et ils sont multiples et diverses et changeants. Et il est déjà nécessaire d'avoir une réconciliation globale de cette donnée, parce que si on veut l'exploiter, encore faut-il comprendre qu'un client, il est protéiforme, un jour il est physique, un jour il est digital, avant de pouvoir l'exploiter. Donc la première étape est déjà d'avoir une capacité à réconcilier cette donnée, quelle qu'en soit la source. Ensuite, dans l'exploitation, elle va être extrêmement vaste. On parlait de la fidélisation, qui est un peu surannée aujourd'hui. Hein. La carte de feed, elle commence à dater un petit peu et on en voit les limites. Et on sent évidemment que les clients se lancent dans énormément d'initiatives et transforment l'organisation pour pouvoir aller fournir ce service-là. Alors, on peut penser aux services, par exemple. De plus en plus de sociétés qui vendent du produit vont commencer à s'orienter vers l'économie de service, pour tout ou partie, avec en sous-jacent aussi des notions d'économie de la souscription qu'on commence à voir apparaître et poindre. Hein. Certains d'entre nous étaient à Shoptalk à Las Vegas, où on parle beaucoup d'économie de la souscription, parce que ça change radicalement le rapport entre ma marque et mon client. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on abandonne le produit, hein, mais on va peut-être le marketer, le vendre différemment. Personnaliser, on en reparlera. Le personnaliser. Donc, il y a effectivement énormément d'innovations et d'initiatives potentielles qui sont lancées par les marques pour venir exploiter cette donnée avec, et on l'a évoqué, en sous-jacent, un vrai contrat à passer entre je te donne de la donnée, en échange tu me donnes du service. Oui. Et ça, je pense que c'est la partie fondamentale de ce qu'on va voir dans les mois, dans les années qui viennent. Comment je suis capable de me laisser aller, de m'ouvrir quelque part à ma marque, en échange du service. Si on prend juste un exemple, un magasin qui a récemment ouvert, où on peut prendre des produits et sortir sans payer, vous voyez de qui peux-je parler? On a de la reconnaissance faciale, on a d'identification. J'ai aucun problème à donner cette capacité à cette marque de me reconnaître parce qu'en échange, j'ai un service associé. C'est exactement ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure avec Guillaume Morin. C'est ça. Il faut être transparent avec le service offert et là, on peut, à la limite. C'est exactement l'enjeu qui est en train de s'opérer. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de mettre en corrélation la puissance à la fois de ce big data, la puissance des moteurs d'analyse. Hein. Il faut bien parler de ces logiques d'algorithmes dont on est en train de parler. Et on voit que les dimensions sont en train de s'accumuler, Frédéric. Hein. C'est-à-dire qu'on a une première dimension qui était basique en disant s'il aime le Nutella, je vais lui en proposer la prochaine fois. Et puis ensuite, on a une deuxième dimension en disant mais s'il aime ça, peut-être qu'il part en vacances à tel endroit, peut-être qu'il a tant d'enfants, etc. Donc je commence à construire. Et puis maintenant, on est vraiment dans la cross-fertilisation de cette histoire, c'est-à-dire vraiment une logique algorithmique étendue dans laquelle je peux aller avec des partenaires, échanger des données et rebondir sur ces données. Et c'est bien ça dont on est en train de parler. C'est ce qui fait que demain, on parlera aussi du cadre juridique, mais c'est ce qui fait demain que le cadre juridique va donner au client la possibilité d'avoir le choix ou pas, mais aussi d'avoir le service ou pas. C'est bien ça qu'on va voir se dessiner. C'est-à-dire que le client qui dira non tout le temps, il n'aura pas grand-chose. Le client qui dira oui tout le temps, il aura beaucoup plus. Voilà, exactement. Et alors justement pour vous, Éric Gourgouillon, chez Coty, avec toutes ces marques, alors vous avez des circuits de distribution, on l'a dit, très variés, des zones géographiques aussi qui sont complètement différentes. On ne vend pas de la même façon à des Américains qu'à des Français, à des Anglais. Donc il faut réussir. Comment réussir? Donc de l'intelligence artificielle derrière tout ça? On met de l'intelligence artificielle notamment derrière les données clients, derrière l'analyse, que ce soit en termes de comportemental, comme vous le disiez, mais aussi en termes de marketing ROI. Donc aujourd'hui, en fait, avant, on était plutôt sur un marketing tout simple, de MMM, et aujourd'hui, de plus en plus, on analyse l'impact de différents leviers sur chaque consommateur,
sur chaque produit et sur chaque zone géographique. En l'occurrence, c'est différent entre les marques de la grande beauté, donc le luxe, ça va être différent sur les marques consumer et ça va être différent dans les salons de coiffure. Donc on a différents leviers qui peuvent être le print, la télé, le digital sampling, toutes les activations en magasin, et chaque marque ou chaque produit ou chaque lancement va réagir différemment. Ça c'est une volonté, oui. On voit que chacune des marques, on ne peut pas généraliser. Enfin, vous avez des marques qui sont très haut de gamme, hein, avec une certaine premium, voilà, c'est le terme aujourd'hui. D'autres marques plus grand public, et vous essayez d'apprendre de l'une vers l'autre, mais alors on essaie de différencier, ou en tout cas de comprendre l'impact de chacun des leviers marketing en fonction de chaque client et de chaque typologie de client, et ce n'est pas uniquement la démographie ou la géographie, mais c'est vraiment en fait l'appétence du client ou le groupe auquel il appartient, les millennials, les advocacy marketing, et auquel cas aussi c'est différent entre les premium, donc les très premium et les moins premium. Et ça peut être différent aussi entre les catégories type maquillage, fragrance ou skincare. Sébastien Zins de Salesforce, donc du coup, voilà, on a compris, on a recueilli ces données, on les exploite. Maintenant, il faut les valoriser et créer ces nouveaux services, ce que l'on attend aujourd'hui. Alors, voilà, en étant transparent avec le consommateur, en lui expliquant quel type de service, auquel service il va avoir le droit. Comment ça se passe justement, cette valorisation de données? Alors, elle est multiple. On l'a évoqué, effectivement, il y a tous ces panels de services qu'on va commencer à créer. Et je pense qu'on va voir progressivement les marques aller inventer ces panels de services, qu'il y a beaucoup de choses nouvelles à créer dans ces changements de business model aussi avec cette notion de souscription. Après, on voit aussi, on l'avait déjà évoqué il y a quelques temps, un enjeu de monétisation. C'est-à-dire qu'effectivement, les marques récoltent énormément de données. On a besoin d'intelligence artificielle pour l'exploiter parce que le volume de données, la date de péremption étant extrêmement courte, on ne peut pas s'en passer. Et on commence effectivement à avoir des plateformes d'échange où les clients vont commencer à monétiser l'information dont elles disposent, les mettre à disposition d'autres marques. Ça y est, c'est effectif pour vous aujourd'hui de commencer à monétiser de la part des clients? Oui, c'est quelque chose qui est réellement opérant aujourd'hui. C'est encore assez petit. Alors, je vous interromps, monétiser, c'est pas forcément en euros, en dollars ou en monnaie, ça peut être en coupons, voilà. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de formes de monétisation qui vont s'inventer. Ça peut être en échange de services, ça peut être effectivement en sonnant et trébuchant entre des marques. Et c'est quelque chose c'est une nouvelle économie, c'est une zone potentiellement, c'est un gisement de productivité ou de revenus potentiels en plus pour certaines marques, d'aller monétiser la donnée dont elles vont qu'elles vont pouvoir récupérer. Avec pour autant la sauvegarde de l'anonymat des données qu'elle récupère. Et c'est là où on rejoint l'enjeu de l'enjeu juridique et du règlement sur protection des données personnelles qui arrive. Pour rebondir, Frédéric, imaginez-vous bien que 90% de la donnée mondiale a été créée sur les 2 dernières années. C'est colossal, c'est considérable. Actuellement, nous sommes en étape de construction d'actifs, c'est-à-dire qu'on est en train de construire les actifs. C'est tout nouveau parce que, imaginez-vous bien, Frédéric, que de la donnée, on en a depuis très longtemps. D'accord, des données de tickets de caisse, des données de téléphone, on en a depuis des dizaines d'années en réalité. Ce qu'on ne savait pas faire, c'était la traiter, c'est-à-dire avoir ces puis la valoriser. Exactement, ces moteurs hyper puissants qui vont vous permettre de comprendre de manière à la fois une analyse de masse, mais de comprendre l'individu, véritablement de descendre au point le plus petit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on construit l'ensemble des grosses marques, des plus grandes marques construisent un actif dans la data, parce qu'ils savent que ça va avoir une valeur. Ça, c'est sûr. Et il y a en termes d'échanges, je vais juste préciser ce point-là, Frédéric, il faut comprendre que les échanges vont sans doute très très vite quitter le monde de « je te prête la donnée, tu me donnes de l'argent ». Non. En fait, quelque part, je vais te donner de la valeur et tu vas me rendre de la valeur. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans des bourses d'échange de data qui vont quitter le monde pécunier quasiment. Oui. Et puis effectivement, on l'a évoqué, un client va attendre de se sentir plus proche de la marque. Donc, je veux personnaliser mon produit. On peut même penser qu'il va y avoir de la co-création. C'est-à-dire que si je m'ouvre à qui je suis, je vais aussi pouvoir co-créer avec toi le produit que tu me proposes. Donc on peut pas même parler de consommateur. Puis des choses des modèles qui vont évoluer. C'est expérimental, mais je me souviens d'imprimante 3D pour imprimer son maquillage. Enfin, c'est des choses encore, mais ça va arriver. On pense aussi que l'irruption des millennials et toute cette cohorte générationnelle qui a un regard sur l'économie, sur la hiérarchie économique, la hiérarchie sociale un peu différent, va venir faire aussi évoluer ces modèles. C'est-à-dire qu'ils seront aussi en attente de plus d'implication, de plus de sens, et que tout ça va faire évoluer les choses. C'est ce que vous voyez, Eric? On le voit notamment sur le skincare et sur le haircare. Sur le skincare, on voit le diagnostic digital. Tout ce qui est en fait le diagnostic digital. En l'occurrence, ça nous permet de développer des crèmes spécifiques à chaque besoin du client. On l'a aussi sur le haircare où, au regard de la couleur de cheveux que vous voulez, on peut développer en fait vraiment un côté très personnalisé de la couleur.
Et donc, Donc, voilà. donc ça, c'est vraiment, vous aujourd'hui chez Coty, c'est là-dessus, enfin Alors, c'est là-dessus qu'on parie, très sur concret. le côté customization. Mhm. On l'a déjà développé en fait sur Wella, où là, on vient de sortir un outil de personnalisation de la couleur dans les salons de coiffure. Et comment on fait? Parce que vous parlez de Wella, alors là, c'est plutôt, alors, je ne suis pas un expert en... La coiffure. Oui, non, Salon de faire la coiffure, mais est-ce que c'est plutôt du premium Du premium. C'est plutôt du premium. Très premium. Alors justement, je reviens sur ma question de tout à l'heure. Là, on a dit sur Wella du premium, mais à côté, vous avez certainement des produits de plus grande consommation. Bien sûr. Et comment vous faites pour réussir à gérer tout ça Alors en voilà. l'occurrence, je pense que les besoins de personnalisation sont les mêmes quel que soit le client, Ouais. que ce soit en fait sur le luxe ou sur le côté on va dire plus mass market comme vous allez Parce que trouver ça, on veut être personnalisable, même si on achète une petite marque, on veut quand même... Exactement, vous avez la même chose. La preuve c'est que vous allez sur le M&M's, vous pouvez les personnaliser. Mhm. Donc en l'occurrence, même sur nos marques à nous, notamment le maquillage, on fait de la personnalisation, que ce soit distribué en grande distribution. Et ça on le fait. Et donc, c'est ce que vous proposez aujourd'hui Oui. à vos clients, voilà, qu'ils soient premium dans les salons de coiffure ou qu'ils Totalement. soient dans les Et on le fait aussi dans corners, bientôt dans les parfums. distribution. Sébastien Zins. Ouais, finalement, on Don Pepper a lancé en 90 le one-to-one marketing avec une promesse de dire, dans une relation marketing de masse, je vais recréer ce lien particulier. Et finalement, dans un monde hyper digitalisé, on recherche toujours ce lien où, quand je vais chez ma boulangère, elle sait que je veux tel type de baguette. Et donc, les marques recherchent ça. Elles recherchent à créer ce lien un peu identitaire, unique entre elles-mêmes et leurs clients. Et si je suis capable d'avoir ce lien-là, si je suis capable de créer cette expérience, alors je veux bien donner de ma donnée. Et c'est toujours on revient à cet équilibre de confiance entre je crée une expérience différenciatrice en échange de la donnée que je te fournis. Et alors, comment je fais pour trouver de la valeur là, les marques, Bourjois, Hugo Boss, Gucci, Calvin Klein, Lacoste, Davidoff, donc chez Coty, je les achète chez Sephora, je les achète en ligne. Comment on fait pour reconnaître que je suis un seul et même client et que je suis plutôt un bon client, plutôt fidèle et je veux des choses un peu personnalisées selon que je vais chez l'un ou l'autre, on me reconnaît. Il y a des côtés personnalisation qui se passent directement en magasin, donc sur le point de vente. Donc ça c'est facile, c'est plutôt en fait de la technique. Il y a de la personnalisation qui se fait directement via les data, notamment au niveau des moments d'achat. Donc vous avez besoin en fait de personnalisation quand vous recherchez en fait du renseignement sur la marque, sur le produit, jusqu'à l'achat. Et en fait, on le fait directement sur toute la chaîne de valeur. On arrive à faire le tri entre les données non pertinentes, significatives? J'aurais tendance à dire le tri se fait automatiquement par l'intelligence artificielle. Ouais. Les données qui ne servent pas, qui ne sont pas corrélées aux autres, Voilà. sont automatiquement éliminées. On arrive comme ça. Rodolphe Bonas. Et parfois, on peut se rendre compte qu'on a des données qu'on capte depuis très longtemps et qui n'ont aucune valeur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, on se dit, finalement, ça ne sert plus à rien de récolter la date et l'heure de l'entrée du client dans le magasin ou bien de... Voilà. En revanche, vous posiez une question qui était de dire, mais comment est-ce qu'on arrive à finalement suivre le client? Ça c'est un vrai sujet. Hein. C'est-à-dire qu'on est capable de le capter. Hein. Ça, c'est vraiment, on capte tous les comportements, mais finalement, on se rend compte qu'il existe aussi une sorte de marketing de situation. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation dans laquelle vous prenez contact avec la marque sur votre smartphone. Demain, vous allez prendre contact avec la marque dans le magasin. Exact. Comment est-ce que j'arrive à faire cette corrélation? C'était une de vos questions. Et ça, c'est encore un point qui est un peu compliqué. Hein. Pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas dans Minority Report où à chaque fois que vous passez une porte, on vous reconnaît. Ce sera l'occasion d'en reparler dans un prochain Expérience du client. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. La data au service des marques, comment renforcer la relation de confiance avec ses consommateurs, c'était le thème de notre débat aujourd'hui. Allez, tout de suite, on va se retrouver avec un reportage sur la start-up Easy Peasy. C'est un nouveau venu sur le marché de l'optique. Je vous propose de le découvrir, de découvrir cette start-up. Un reportage de Julien Lantoine. Easy Peasy fait fabriquer et commercialise des lunettes de lecture, des lunettes qui protègent contre la lumière des écrans et des solaires. La start-up créée en 2010 s'est imposée sur un marché complexe grâce à un positionnement original. Quentin Couturier est responsable du marketing. On est arrivé sur un marché hyper saturé où il y a quelques acteurs, gros acteurs, qui ont le monopole et qui jouent avec des licences, avec une force de frappe hyper puissante. Nous, on est passé par une autre porte, en tant qu'indépendant, avec un produit super bien marketé, de qualité, vendu à un prix hyper accessible, mais dans un réseau de distribution où les gens n'étaient pas encore allés. Par exemple, quand on a démarré, on a vendu nos lunettes chez Colette, des lunettes de lecture chez Colette à 30 €. C'était du jamais vu. Une stratégie qui a permis le développement rapide de la marque. Aujourd'hui, les lunettes sont vendues dans une boutique en propre, sur Internet, mais aussi chez 3500 revendeurs dans 60 pays. Des concept stores, des opticiens ou des corners dans les grands magasins. Pour mieux répondre à leurs attentes, très tôt, la société s'est dotée d'un outil d'optimisation des relations clients. C'est Charles Brun qui le supervise.
Quand on commence à avoir beaucoup de commerciaux sur le terrain et quand on a la chance d'avoir beaucoup de partenaires à travers le monde, le problème c'est que l'information se dissipe. Et donc c'est très important d'avoir un outil qui permette de tout centraliser. Dès qu'on a un de nos commerciaux qui part sur le terrain, l'intérêt de Salesforce, c'est que dès qu'il fait une tournée, il prend des photos, il note tout dans son outil CRM, ce qui fait que quand il revient au bureau, tout est enregistré. Ça nous permet d'avoir un suivi qui est chiffré aussi, et ce qui nous permet ensuite au bureau de pouvoir en discuter en fonction des pays et d'adapter nos produits du coup. Connaître les besoins précis de ses clients et les goûts des consommateurs finaux permet aussi de mieux gérer la fabrication et les stocks. Xavier Aguera est en charge de la logistique. Clairement, aujourd'hui, un des défis qu'on doit relever, c'est d'avoir les bons stocks au bon endroit, au bon moment. Et donc, il faut faire pas mal d'analyses, de prévisions. Et donc, je ne sais pas si l'intelligence artificielle, c'est ça, mais en tout cas, on travaille pas mal sur les chiffres. En optimisant ses données clients, EasyPeasy a affiché une croissance de 30% l'an dernier dans un environnement très concurrentiel. Voilà, EasyPeasy, on avait un bon exemple avec Rodolphe Bonas qui était avec nous. Merci EasyPeasy. Merci Rodolphe Bonas, Sébastien Zins de Salesforce et Eric Gourgouillou de Coty d'avoir été avec nous. Ce hors-série Art du client prend fin. Rendez-vous pour le prochain. Voilà, il y a tous ces genres de thèmes. N'hésitez pas à venir nous voir sur le site et nous dire, tiens, on aimerait bien parler de telle thématique. Et le numérique, ça continue, c'est tous les jours sur BFM Business. BFM Business, hors série, l'ère du client.